Monsieur le ministre, vous avez eu, semble-t-il, un débat fructueux avec mon collègue Jean Desessard, sénateur écologiste, lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat le 14 octobre dernier. Vos échanges vous ont même conduit à débattre de la pertinence d'une 6e République, du rôle du Parlement. Vaste débat. À partir de ce texte qui concerne pourtant les prud'hommes et qui ne compte que 2 articles, que vous présentez technique, mais qui renvoie à un fonctionnement par ordonnance. Pour ceux qui ont suivi les débats au Sénat, je redonnerai ici la position des parlementaires écologistes et je me permettrai de prolonger vos discussions afin d'approfondir encore nos réflexions, notamment sur les questions démocratiques. Je m'inscris pleinement dans la logique et les arguments de mes collègues écologistes du Sénat qui, vous l'avez compris, ne sont pas favorables à ce projet de loi, qui consiste tout d'abord à nous demander l'autorisation de procéder par ordonnance. Vous le savez, Monsieur le ministre, les écologistes goûtent peu au choix de légiférer par ordonnance. Nous pouvons l'accepter exceptionnellement quand elles permettent d'accélérer une décision urgente et utile. Mais je vous avoue ne pas voir ici l'urgence, puisqu'il est même bien précisé dans ce texte que le dispositif actuel peut perdurer jusqu'au 31 décembre 2017. Cela ne justifie donc pas ce procédé exceptionnel, sauf à imaginer que le gouvernement veuille éviter le débat parlementaire sur un sujet aussi sensible. En outre, il est difficile de comprendre en quoi l'abandon d'un système électoral peut rendre une institution juridique de ce type plus efficace. Oui, il a été pointé des dysfonctionnements dans la gestion des dossiers traités par les conseils de prud'hommes, notamment dans le rapport dit l'ACABA, nom de son auteur. Des délais trop longs de jugement, des problèmes de lien entre les différentes juridictions qui agissent dans le domaine du droit du travail, le statut des juges prud'homaux. Personne ne niera cela. Mais en quoi la désignation répondra à ces problèmes? En bref, on se prive ici d'un débat parlementaire pourtant nécessaire sur le mode de désignation et la composition des collèges de représentants salariés et employeurs dans les conseils de prud'hommes. Puisque c'est une loi simple, 2 seuls articles nous sont proposés. 1. Pour remplacer l'élection prud'homale par des désignations selon des critères qui seront précisés par ordonnance. L'autre, pour repousser la date des renouvellements des conseils de prud'hommes, amenant ceux en place depuis 2008 à siéger 9 ans au lieu des 5 prévus. Vous avez semblé vouloir infirmer, Monsieur le ministre, le fait que ce projet avait pour justification de faire des économies, les fameux 90 à 100 millions d'euros pour l'organisation des élections prud'homales. Vous nous demandez même de ne pas vous faire de procès d'intention à ce sujet. On ne se demande pas pourquoi nous le ferions. Ce n'est bien évidemment pas les habitudes, en effet, du gouvernement de justifier ces derniers temps ses propositions et les politiques par l'unique prisme des économies à faire pour réduire le budget de la dépense publique. Donc, sincèrement, Monsieur le ministre, je suis ironique, mais cela reviendrait-il à dire les élections, ça coûte cher, supprimons-les? Ce n'est pas sérieux. Monsieur le ministre, vous justifiez le changement de mode d'accès à la représentation des salariés, c'est-à-dire passer de l'élection directe à la désignation des conseillers prud'hommes sur la base de la mesure d'audience, par la faiblesse de la participation aux élections. Ça a été dit plusieurs fois, 2008, 25% des inscrits se sont exprimés, soit un taux d'abstention de 75%. Est-ce pour autant que l'on doit supprimer les élections? Cela mérite, vous en conviendrez, un vrai débat parlementaire approfondi, nous le disons depuis tout à l'heure les uns et les autres, et pas uniquement syndical. Quelles que soient les positions des syndicats à ce jour, ils sont à la fois juges et parties. Et si leur avis, bien sûr, doit bien entendu être pris en compte, ils doivent être soumis au débat parlementaire de façon plus sérieuse. Le changement proposé aura des conséquences qui engagent les salariés, mais pas seulement. On l'a dit, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de précarité sont elles aussi concernées. Et si celles-ci sont mal représentées aujourd'hui par les syndicats, elles le sont au moins en partie par nous-mêmes ici dans cette Assemblée. Nous avons besoin d'un peu de temps et d'une bonne concertation pour aborder la question des réformes qui concernent la réorganisation de la démocratie sociale en France. Par ailleurs, dans un contexte où le droit du travail est attaqué de toutes parts par celles et ceux qui pensent qu'il est un frein à l'économie, à l'emploi, je parle ici bien sûr en premier lieu de déclarations du MEDEF, mais aussi parfois de ce que je peux entendre depuis plusieurs mois sur ces bancs, il n'est pas opportun de déstabiliser la seule juridiction qui juge et tranche de nombreux litiges provenant du monde du travail, même si cela est de manière imparfaite. Je redis que, si nous sommes favorables au dialogue social et à la concertation, le préalable indispensable est que l'ensemble des acteurs ou publics concernés soient représentés.
On n'y est pas encore. J'ai évoqué les chômeurs et les publics dits précaires, mais je pense aussi au secteur de l'économie sociale et solidaire qu'il faut intégrer de façon franche à la hauteur des besoins pour son changement d'échelle tel que nous y sommes engagés. Et les parlementaires doivent aussi, bien sûr, participer. Je le redis également, démocratie sociale et démocratie parlementaire sont complémentaires et indispensables l'une à l'autre dans une démocratie moderne. Quand vous procédez par ordonnance, vous excluez de fait le débat parlementaire. Cela fait beaucoup d'exclus à la fin. Et cela crée nécessairement un risque accru de propositions inabouties ou inapplicables. Pire, potentiellement injustes, car elles ne prendront pas en compte une grande partie de la population, les associations, les coopératives, les salariés de petites entreprises, car procéder à des désignations selon la mesure de l'audience syndicale fait courir le risque de renforcer ce qu'on appelle la spécialisation des conseillers. Supprimer une élection pour la remplacer par une désignation, cela suppose également que les organisations représentatives le soient. Et c'est loin, et vous le savez tous ici, le cas actuellement. C'est même de pire en pire, qu'il s'agisse des syndicats ou même parfois des partis politiques. Pour vous donner un exemple précis de cette problématique, en 2008 ont été élus des représentants de l'économie sociale pour le collège employeur de la section diverses. Nous savons que les représentants de cette branche, l'UDES, syndicat des employeurs de l'ESS, n'accèdent pas à la représentativité interprofessionnelle car ils ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être représentés dans le nombre de branches requises. Comment allez-vous permettre à ces employeurs de continuer à siéger dans les tribunaux? Où est la cohérence? Où est l'équilibre? Il me semble que nous touchons ici de cet exemple une illustration concrète à la limite de ce texte et à son instabilité. Quant à l'abstention, encore une fois, ce n'est pas un argument valable pour supprimer une élection. On le dit les uns après les autres. Vous en avez parlé au Sénat, mais nous pourrions à ce compte-là supprimer, on le dit, des élections qui, hélas, connaissent des taux d'abstention importants. Les européennes, peut-être, j'espère que non, mais peut-être aussi après le constat, les départementales de mars 2015, qui ne recueillent que très peu de suffrages les unes après les autres. Bien évidemment, il n'est pas envisageable aujourd'hui de venir sur ce type de remise en cause. Vous semblez vouloir répondre à un problème par une solution qui va créer d'autres problèmes, peut-être plus importants encore d'un point de vue démocratique et en prolongeant d'un point de vue opérationnel. Il en est de même pour la prolongation du mandat des conseillers prud'homaux représentants des salariés qui, au départ, était prévu pour 5 ans suite aux élections de 2008. Vous nous proposez de les rallonger, ce mandat, pour mise en cohérence avec les élections du collège employeur qui fait l'objet de décisions par ailleurs. Les conseillers prud'homaux auraient donc pour cette fois un mandat de 9 ans. Nous allons donc au-devant de nombreux problèmes dans les juridictions locales. Certains partent à la retraite ou encore souhaitent leur renouvellement car c'est une charge exigeante. Il y aura des sièges vacants et en gros, jusqu'en 2017, les retards déjà accumulés risquent de s'amplifier. Les recours seront plus nombreux. Les services de l'État seront encore plus sollicités, alors même qu'ils sont fragilisés par ailleurs. Tout ceci nous paraît quand même très instable, très insécurisant, de surcroît dans un moment où le Code du travail et les lois qui protègent les salariés sont remis en cause de toutes parts, je l'ai déjà dit. Quand on pu titrer certains journaux ces derniers jours, vous les avez lus comme moi, monsieur le ministre, les élections prud'homales, c'est fini. Ou encore, fin du suffrage universel pour les élections prud'homales. Et là, ce soir, tardivement, hop, au revers d'un texte censé passer inaperçu et dont la mise en œuvre est opaque, renvoyé à une concertation dont nous ne connaissons ni le calendrier, ni vraiment les participants, en tout cas pas nous ici, on modifie en partie le fonctionnement des conseils prud'hommes. D'autres parties arrivant par d'autres biais. On l'a dit, le projet de loi dit du ministre Macron, par exemple, dont nous suivrons bien sûr les évolutions. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste vous propose, monsieur le ministre, d'ajourner ce texte et d'engager un véritable débat sur le rôle des prud'hommes. Un débat large, public, transparent, afin que chacun puisse faire valoir des propositions d'amélioration, car nous ne nions pas qu'il y ait des difficultés et donc des évolutions à prévoir. C'est pourquoi nous allons proposer des amendements de suppression des 2 articles de ce projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes. Il est à signaler, je tiens à le faire ici à cette tribune, que c'est un fait rare pour notre groupe de présenter ce type d'amendement. Par conséquent, il est évident que si le texte reste malgré tout en l'état jusqu'au bout, vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que notre groupe votera contre.